système de santé il n'est pas très performant, il y a peut-être même des maladies qu'on n'arrive pas déjà à détecter. Et si elles sont sexuellement transmissibles, et, elle va se propager et personne ne saura l'origine et la personne, elle peut en mourir. Et là, il y a plusieurs cas. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse s'informer sur ces sujets, savoir ça. Et là, on travaille avec, je vais prendre le contact de Sandy, peut-être qu'elle pourra également mettre un module de formation sur notre site d'information. Ça pourra toujours aider parce que c'est les professionnels de la santé qui développent ces thématiques et nous, on les met à la disposition des femmes pour mieux s'informer et se protéger. Bonjour à tous et bienvenue dans Santé Plus. Cette émission est consacrée à l'éducation à la sexualité des jeunes filles. Comment lever les tabous? Avec nous sur ce plateau, Irène Fouyaba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militante pour les droits des femmes et entrepreneur social. Vous êtes originaire du Tchad et vous habitez ici en France. Et Sandy Boulanger, vous êtes psychopraticienne, vous êtes sexologue, vous êtes également formatrice pour contrer les violences sexistes et sexuelles et vous êtes femme de santé, comme moi d'ailleurs. Donc selon l'UNESCO, les mariages précoces, les grossesses aussi précoces et non désirées constituent des préoccupations mondiales pour la santé et l'éducation des filles. Dans de nombreux pays, donc notamment africains, mais aussi dans le monde entier, 2 filles sur 3 ne possèdent pas les connaissances dont elles ont besoin à leur entrée dans la puberté, lorsqu'elles commencent à avoir leurs règles, donc leur menstruation. En Afrique, je recommence. Selon l'UNESCO, les mariages précoces et les grossesses précoces et non désirées constituent des préoccupations majeures pour la santé, pour l'éducation des filles. Dans de nombreux pays, comme en Afrique, mais pas seulement, dans le monde entier, 2 filles sur 3 ne connaissent pas les connaissances dont elles ont besoin pour leur entrée dans la puberté, lorsqu'elles commencent à avoir leurs règles. En Afrique comme en France, l'éducation sexuelle des jeunes filles est très importante, mais également celle des jeunes garçons. Mais malgré tout, ça reste un tabou. Et pourriez-vous nous expliquer, Sandy Boulanger, en quoi consiste l'éducation complète à la sexualité? L'UNESCO parle de l'ECS. Et comment lever ces tabous, Sandy Boulanger? Justement, l'UNESCO a fait un très gros travail avec la chaire en santé sexuelle pour pouvoir, dès les plus jeunes âges, adapter en fait justement des explications sur d'abord le mode d'emploi du corps. Donc c'est vrai qu'on parle de vie affective et sexuelle et c'est pas tout de suite une activité sexuelle. C'est une connaissance du corps, de son appareil génital biologique, mais aussi affectif, émotionnel et puis sociologique. Donc ce sont des programmes qui sont maintenant fortement conseillés à l'école, de la maternelle jusqu'au lycée, en étant toujours très adaptés pour que, au fil du développement en fait de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, on puisse avoir des outils de compréhension, de connaissance de soi et de gestion émotionnelle avec les autres. Donc pour vous, Irène Fouyaba, vous menez, vous, concrètement des actions sur le terrain pour diffuser une bonne information sur la sexualité, notamment donc auprès des jeunes et des jeunes filles. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, expliquer comment ça se passe ? Oui, absolument. Alors, depuis plusieurs années déjà, je mène des sensibilisations au niveau local à travers des causeries éducatives et tout, dans les écoles, dans les quartiers où on aborde le sujet autour de l'éducation sexuelle avec des jeunes, mais surtout des jeunes filles. L'objectif est vraiment de créer un espace sûr où les filles peuvent poser des questions sur la sexualité, mais vraiment sans jugement. Et aussi qu'elles peuvent avoir accès à des informations fiables sur la santé sexuelle, mais également pour
simplement connaître leurs droits, parce que c'est aussi un droit de savoir ce qu'il y a sur son corps et tout. Et aussi, je participe à de nombreux rassemblements panafricains et parfois mondiaux où on parle de ces sujets. Et moi, je porte souvent la voix à des filles du Tchad. Et je fais des plaidoyers pour que des actions puissent être déployées dans ces pays-là où c'est toujours tabou, pour qu'on puisse libérer un peu la parole autour du sujet et permettre aux jeunes filles de pouvoir s'exprimer librement, de demander ce qu'il faut savoir et tout. Et je ne suis pas seule, je collabore souvent avec les professionnels de la santé qui maîtrisent mieux le sujet, et aussi quelques pères éducateurs, et on discute autour de ces sujets, vraiment. Et parce que c'est difficile d'en parler au sein de la famille, c'est ça Oui, c'est vraiment un sentiment de honte autour de ça, parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut aborder ce sujet avec des jeunes peut-être de 11 ou 10 ans et tout, surtout des filles, parce que les parents, ils ont peur que peut-être quand ils abordent le sujet de la sexualité, c'est une manière de peut-être pousser les jeunes filles à faire ça, alors que non, c'est le manque d'information qui parfois pousse les jeunes filles à aller à poser certains actes. Et vous allez voir que les statistiques sur les grossesses précoces en Afrique, elles sont très alarmantes, parce qu'il n'y a pas d'information. Donc, au lieu de vouloir protéger les jeunes filles de l'information qui pourrait les aider, on ne le fait pas, et les conséquences sont dommageables. Et parfois, elles ne savent même pas pourquoi elles sont tombées enceintes. Exactement, elles ne savent pas, et même parfois quand leur première règle arrive, elles se demandent peut-être, elles sont laissées là toutes seules devant un fait accompli, et c'est un peu difficile. Pour vous, Sandy Boulanger, vous êtes sexologue, et comment vous faites pour faire évoluer les mentalités, éviter justement que ces jeunes filles puissent tomber enceintes, et au contraire les former pour qu'elles puissent vivre leur sexualité pleinement, et qu'elles puissent être informées complètement? Je pense qu'à la base, il faut expliquer le fonctionnement du corps. Comment est-ce que le corps va évoluer, comment est-ce qu'il est en train de changer quand on arrive justement dans l'adolescence, tous ces chamboulements hormonaux qui nous déstabilisent, qui transforment notre corps, mais aussi notre cœur quelque part, notre façon de penser, comment est-ce qu'on va se lier avec déjà nos amis, et puis après avec les autres, et puis aussi de pouvoir, sur cette base physiologique, pouvoir parler justement de l'affectif. La sexualité, c'est avant tout un droit. Et c'est de pouvoir modifier le fait que souvent on pense que c'est un devoir. Et surtout pour les femmes. Exactement. Les femmes, ouais. Donc sans forcément venir appuyer sur des traditions et des cultures, parce que vous voyez que je suis une femme blanche, j'habite en France, je travaille à Paris, mais c'est vraiment, non pas pour parler à la place des femmes africaines que je suis venue aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir dire que je suis une formatrice, je suis une professionnelle de santé, et dans cette écoute, ce partage, c'est ce que vous dites, Irène, créer un espace d'échange libre, sécurisé, où on peut aborder les questions qui sont d'abord physiologiques, connaissance du corps, comment mon corps réagit, comment je peux le connaître, et puis après affectif, quels sont les enjeux. Et ce n'est pas de plaquer des modèles, c'est de venir travailler aussi sur tout ce qu'on peut entendre, lire sur les réseaux sociaux, où il y a des choses magnifiques et puis d'autres qui ne le sont pas, de savoir apprendre à faire le tri aussi, se faire confiance, ne pas se sentir justement en rejet de sa famille et de ses traditions, mais petit à petit savoir mélanger tout ça avec délicatesse, poésie et surtout force de connaître. La connaissance, c'est ce qui permet aussi de choisir. Vous parliez des grossesses précoces, c'est vrai qu'il y a un endroit aussi où ça veut dire que la femme, la jeune fille, est aussi fertile, c'est quelque chose de l'ordre de la fierté quelque part dans une famille. Donc il y a toutes ces contradictions à comprendre, quels sont les enjeux aussi qui sont en place, et puis de pouvoir comprendre comment est-ce que je peux dire oui, quand je peux dire non, et puis lier un lien en fait dans une culture, dans des traditions où l'idée n'est pas de tout révolutionner, mais de faire cohabiter une évolution en fait. Et vous avez donné des cours dans différents pays. Comment ça se passe?
quel est l'accueil des jeunes filles et des jeunes garçons face à cette information sur la sexualité qui est toujours un petit peu tabou? Oui. Ben, alors, moi, j'étais plutôt en Grèce, à l'école française, donc au collège et au lycée. Et c'est vrai que ça a été vraiment très bien reçu parce que justement, ce sont des cultures différentes. À l'école française, vous avez tout un tas de cultures qui y sont présentes. Et il y avait cette curiosité, en fait, de se dire, mais j'ai le droit de me poser cette question. Ah, mais les autres se posent aussi d'autres questions. Et comment est-ce qu'on construit son identité? Parce qu'on parle de droits fondamentaux dans la sexualité, mais parce que notre identité est aussi une construction sexuelle, quelles que soient les pratiques qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'on devient adulte, qu'on peut avoir des relations avec d'autres personnes. Ça, c'est une construction. Donc, ça avait été très bien reçu. Ils avaient pu aborder beaucoup de questions et puis justement de pouvoir, moi aussi, apporter beaucoup d'informations de façon plutôt ludique. L'idée n'est pas du tout de choquer, c'est d'adapter à l'âge, de ne pas parler de choses à des enfants sur des pratiques sexuelles alors qu'ils sont tout jeunes et qu'ils n'en sont pas là. Mais on va parler de vie affective. Et donc, ils étaient plutôt contents de se dire que ça les faisait un peu grandir aussi, mais ça leur permettait surtout d'être beaucoup plus sereins et de décoder toutes les informations qu'ils pouvaient trouver sur les réseaux sociaux, où finalement ils en font des normes en se disant c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je dois faire, c'est ça que je dois être, alors qu'en fait non, c'est pas ça. Et à l'hôpital, comment ça se passe? Vous avez des patients de toute origine mondiale, hein, donc, et notamment, je suppose, qui viennent d'Afrique, qui sont d'origine africaine. Ça se passe comment à l'hôpital? Alors en fait, déjà à l'hôpital, à la base, c'est un lieu de souffrance. On va à l'hôpital parce qu'on a quelque chose qui ne va pas bien. On a mal quelque part. Donc c'est vrai que c'est déjà un lieu un peu où on va être plus ouvert pour parler. Il y a une confiance qui se met en place tout de suite à l'hôpital. Donc, on va venir parce que... Vous êtes soignante, vous êtes une professionnelle de santé. Donc, ça met un cadre de sécurité. Et c'est vrai que ce soit sur le pôle maternité ou que ce soit en chirurgie, hein, on vient simplement se faire soigner l'appendicite, par exemple, on peut aborder justement l'aspect du corps. Voilà. On va à l'hôpital, le corps est malade, il y a quelque chose. Et comment est-ce qu'à partir du corps, on peut venir travailler de mon intime, ma vie affective, et c'est là où souvent on peut aborder parfois des violences qui sont violences sexuelles notamment. Bien sûr, des violences physiques, et où à travers la réparation du corps par la médecine, on peut aussi apporter des outils de réparation du cœur et de l'âme. Avoir ces outils, pour moi, ce ne sont pas des injonctions, c'est, si vous voulez, on peut utiliser ces pensées-là, connaître ça de soi, comment est-ce que je peux me placer, me positionner et ouvrir justement des espaces de possible. Se connaître soi-même aussi pour vivre pleinement sa sexualité et pouvoir aborder donc effectivement la période de puberté et au-delà sereinement. Vous, Irène Fouyaba, vous êtes entrepreneur, on l'a dit tout à l'heure, et vous êtes active peut-être, et vous êtes notamment à l'initiative de She Cycle. Donc c'est un projet entrepreneurial à l'impact social. Alors j'allais le décrire un peu, mais je préfère vous laisser le décrire et vous dire en quoi ça consiste ce projet entrepreneurial. D'accord. Alors, She Cycle est né d'un constat, comme je l'ai dit ici, du manque d'informations adaptées sur la santé sexuelle destinée aux jeunes Africains. Mais c'est ici, l'initiative est ici ou elle est au Tchad? Elle est au Tchad. Donc, elle repose sur 3 piliers, informer, équiper et former. Donc, informer via une application, ça permet aux jeunes filles et également aux femmes de s'informer, celles qui veulent le faire de manière discrète, de ce qu'il faut connaître sur ce qui a lien avec le consentement, comme le disait Sandy tout à l'heure. C'est des sujets qu'on aborde souvent. La contraception aussi, quelque chose que dans le milieu africain, mais surtout aussi tchadien, c'est pas très ouvert parce que quand tu vas dire que tu veux être sous contraceptif, mais les gens ils vont trouver ça, mais qui es-tu pour faire ça? Tu dois faire des enfants. Donc, oui, voilà, c'est ça, c'est pas bien accueilli. Non, non, non. Et les préservatifs, Voilà, aussi sur les questions de protection et tout. Donc, avec l'application,
elles peuvent avoir toutes ces informations et comment se prendre pour pouvoir les utiliser et où aller pour peut-être des contraceptifs et tout. Maintenant, pour équiper, c'est vraiment des kits réutilisables pour les règles. Ça, c'est beaucoup plus la santé menstruelle maintenant et les soins aussi. Permettant donc aux jeunes filles, aux femmes de vivre dignement leur menstruation. Parce que aussi, il faut savoir que les serviettes ou bien les protections hygiéniques, ils sont pas... cher, ça. Oui. Très cher. Et vraiment, parfois, il y a des filles qui n'en ont pas. Nous, on mène des actions, on distribue ça dans les écoles pour permettre aux filles qui viennent à l'école de pouvoir en avoir gratuitement. Et parfois, celles qui n'en ont pas, elles ne sortent pas. Donc, pour ne pas qu'elles s'isolent aussi et tout, elles sont à la maison. Parce que quand tu peux aller à l'école et tes menstrues, elles viennent et tu n'as pas le choix, tu as honte et tout. Donc, nous, on travaille vraiment avec les écoles, mais surtout les écoles de filles, où on met à la disposition ces protections. Mais pour SheCycle, ça sera vraiment des protections réutilisables. À moindre coût aussi pour permettre... Comme des culottes, par exemple, pour les règles. Ouais. Exactement. Et maintenant, les formations, on va travailler avec les professionnels de la santé qui décrivent vraiment des sujets sur les IST parce que tout ça, ça fait partie Oui, les maladies sexuellement transmissibles font partie effectivement de la prévention et notamment le VIH qui est vraiment... une des maladies où il y a une prise en charge qui n'est pas toujours optimale dans tous les pays africains. Exactement. Et elle continue à faire ravage. Les gens n'en parlent pas beaucoup maintenant. Pourtant, elle continue à tuer silencieusement des gens. Donc, il faut avoir des formations sur ça, des informations sur ça. Et c'est tout cet ensemble qui fait SheCycle qu'on a développé pour mieux répondre aux besoins d'information, de formation et d'équipement des jeunes filles et des femmes en Afrique. Sachant qu'il y a d'autres maladies effectivement sexuellement transmissibles qui peuvent rendre stériles et qui, si elles ne sont pas correctement soignées... Oui, surtout qu'on est dans un pays comme le nôtre où le système de santé n'est pas très performant. Il y a peut-être même des maladies qu'on n'arrive pas déjà à détecter. Et si elles sont sexuellement transmissibles, elle va se propager et personne ne sera à l'origine et la personne, elle peut en mourir. Et là, il y a plusieurs cas. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse s'informer sur ces sujets, savoir ça. Et là, on travaille avec, je vais prendre le contact de Sandy, peut-être qu'elle pourra également mettre un module de formation sur notre site d'information. Ça pourra toujours aider parce que c'est les professionnels de la santé qui développent ces thématiques et nous, on les met à la disposition des femmes pour mieux s'informer et se protéger. Et votre application SheCycle, elle est en français? Oui, elle est en français. Est-ce qu'elle ne peut pas être déclinée dans d'autres pays autres que le Tchad? Si, son utilisation est universelle. Donc à télécharger, c'est ça? Oui, sur Play Store. D'accord, ok. On va réfléchir aussi à sa version pour l'autre... pour les appareils non Android. Ah oui, d'accord. Mais actuellement, on peut la télécharger sur Play Store. Donc, ça veut dire qu'elle est à portée universelle, même si elle vient du Tchad. D'accord. Et pour les garçons, peut-être oui. Parce que l'éducation sexuelle, ce n'est pas que dans un sens, n'est-ce pas, Sandy? Ce n'est pas que dans un sens, c'est justement les jeunes garçons en Afrique, et ils ont aussi besoin de connaître, de savoir toutes ces informations. Avant, quand on faisait nos causeries éducatives, c'est uniquement ouvert aux filles. Mais après, on a vu que non, on ne peut pas parler d'un sujet qui les implique sans leur présence. Donc, on a décidé également d'impliquer les garçons pour qu'eux aussi viennent savoir qu'ils peuvent être peut-être à l'origine de quelque chose. Donc, c'est mieux qu'ensemble, ils s'informent pour être au même niveau d'information. Comme ça, ça leur permet de se protéger ensemble et de prendre des décisions pour eux-mêmes ensemble, surtout les adolescents et tout. Donc, on leur implique maintenant plus dans nos causeries éducatives et on les écoute aussi sur ce qu'eux, ils pensent de leur sexualité à eux et comment ils la vivent. Puisque souvent, ils nous disent dans leurs témoignages, ils nous disent qu'ils
ils n'utilisent pas forcément les préservatifs, oui, et parce qu'ils ont eu des mauvaises informations sur ça, que pour un homme, quand tu utilises un préservatif, ça peut réduire ton plaisir et tout. Donc, ils ont ce genre d'informations-là. Maintenant, est-ce que c'est bon de l'utiliser? Comment l'utiliser? Comment l'adapter? Comment l'adopter? L'adopter. Voilà, c'est aussi un processus pour qu'ils acceptent que non, c'est quelque chose qui vous protège et voilà, non seulement vous, mais aussi les filles. Et c'est toujours bien d'avoir leur avis et comment eux, ils vivent leur sexualité. Vous, votre expérience avec les garçons, justement, l'éducation sexuelle des garçons, parce qu'on a parlé des filles, et ce qui est le sujet de cette émission, comment ça se passe avec les garçons? Est-ce qu'ils sont encore plus tabou ou... Je pense que c'est une période difficile pour les jeunes hommes et les garçons, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans les codes sociaux, voilà, dans l'éducation des filles, justement, où avant, il y avait un peu cette habitude que les hommes étaient les sachants en sexualité. Ils avaient été initiés et ils initiaient les femmes qui ne savaient rien. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé là-dessus. Et ils se demandent un peu comment est-ce qu'ils doivent se comporter maintenant. Parce que justement, avec les réseaux sociaux, ils voient, ils entendent que si jamais ils se comportent comme ça, c'est pas bien. Mais on leur a toujours appris qu'il fallait se comporter comme ça, donc ils sont un peu perdus aussi. Et je pense qu'ils sont assez curieux quand même de savoir, en fait, mais comment est-ce que maintenant on peut être bien ensemble? Parce que personne n'a envie d'être un sale type. C'est vrai, hein. Ouais. Donc pour que ce soit fluide et que chacun soit heureux aussi, qu'on puisse rigoler, être détendu et pas toujours dans le stress, on a besoin aussi d'avoir une éducation pour les garçons. Moi, je trouve qu'il y a un âge à l'adolescence où c'est bien de les séparer, de faire des groupes de filles, des groupes de garçons, pour que Donc chacun quel âge, soit libre, ouais. jusqu'à 18 ans à peu près, pour que chacun soit libre justement de parler de ses problématiques, de ses questions, sans avoir honte ou de rejouer un rôle devant l'autre sexe. Parce qu'on est parfois moins naturel quand on est entouré de l'autre sexe, que ce soit des filles avec les garçons ou les garçons avec des filles. Donc là, c'est un sujet quand même qui nécessite de l'authenticité. C'est mieux que ça se passe dans le même genre pour qu'on puisse après avoir ces informations. Je crois qu'il faut qu'on comprenne que tout est en train de se transformer. Tout n'est pas démoli, ça se transforme et chacun va être acteur aussi. Et c'est vrai que la protection de la sexualité, c'est très mal perçu parce qu'on se dit faire l'amour, c'est la vie, mais ça peut nous tuer, c'est très compliqué aussi. Donc il existe des préservatifs pour les filles, des préservatifs pour les garçons, c'est ce qu'on connaît le plus d'ailleurs, mais les deux quand même existent. Et c'est pour ça que c'est important de témoigner que ça peut être un vrai jeu de rôle aussi. Ce n'est pas qu'une réduction de liberté, c'est une frustration de prendre le temps de mettre un préservatif. Peut-être que ça change un peu les perceptions, c'est vrai, on ne va pas se mentir, mais on s'habitue. Mais ça, cette privation, elle vous apporte une sécurité d'esprit et de santé qui est quand même beaucoup plus joyeuse que de faire comme si ça n'existait pas. Vous, donc on parlait des violences, effectivement, on parlait de la sexualité, mais les violences sexuelles font partie de... Et le fait de connaître ces violences sexuelles pour justement peut-être les contrer et mieux s'en prémunir, c'est important. Vous avez, donc Irène Fouyaba, vous avez fondé l'association Women Success en 2019. Pourquoi ce besoin de fonder cette association ? D'accord. Alors, Women Success, c'est vraiment une communauté d'entraide des femmes des jeunes femmes surtout, qui se mettent ensemble pour grandir. Et nous travaillons beaucoup sur l'autonomisation économique des femmes, la santé sexuelle, comme je viens de le décrire aussi, en fait partie, et aussi les violences comme les violences conjugales, non. Oui. Simplement les violences basées sur le genre. Quelles qu'elles soient, qui peuvent être sexuelles, mais pas que. Ouais, donc concrètement, on mène des actions de sensibilisation, de formation et de formation sur le leadership féminin, sur les droits des femmes, des ateliers sur les textes
qui protège les femmes. Et aussi, on a une équipe d'assistance juridique qui assiste les survivantes jusqu'à si elles veulent porter plainte ou bien si elles veulent... quitter leur conjoint violent. Ouais. Mais c'est quelque chose de rare. Hein. Chez nous, surtout, tu ne quittes pas ton conjoint pour une question de violence. Donc, et là, les associations des femmes qui travaillent dans ce domaine sont terriblement combattues parce qu'on leur accuse d'être à l'origine des mauvaises idées transmises aux femmes, parce qu'ils disent qu'en cas de problème, on conseille toujours aux femmes de quitter leur conjoint alors que c'est normal d'avoir ce genre de truc. Et donc, nous, on dit non, on ne peut pas normaliser les violences contre les femmes. Donc, une équipe est là qui conseille, qui écoute aussi, qui fait beaucoup d'écoute surtout, et aussi qui aide les femmes à se sortir. Donc, notre intervention sur l'autonomie économique des femmes, vraiment, ça leur permet vraiment de sortir des situations de violence, parce que souvent aussi, quand tu demandes aux femmes, est-ce que tu veux quitter ton conjoint violent, elle va te dire, mais je vais aller où? Et je n'ai pas d'argent. Exactement. Donc, avec les programmes qu'on met en place, on leur donne des appuis qui peuvent leur permettre de se lancer. Surtout en Afrique, des activités commerciales sont beaucoup plus exercées. Ça nous permet de faire ça. Donc, à travers ces actions, vraiment, on prend en compte de manière holistique tout ce qui concerne les violences quelle qu'elle soit. Sandy Boulanger, un peu rapidement, vous formez effectivement les entreprises à contrer les violences sexistes sexuelles. Là, on parlait du Tchad, mais en France et dans pas mal de pays dits développés, ça existe, hélas. Comment vous faites pour les identifier et former les gens à ce que ça ne se reproduise pas? En fait, je pense que c'est déjà de partir d'un contexte de société. Comment est-ce que, dans le contexte dans lequel on vit, ça crée en fait des discriminations, des remarques sexistes, jusqu'à des agressions sexuelles. C'est déjà de dire comment autour de nous, cela favorise déjà des comportements. Et une fois qu'on identifie les comportements, on voit comment est-ce qu'on peut s'en sortir. C'est jamais par la guerre, hein, on n'affronte pas la violence par la violence, c'est toujours par la communication, par le positionnement, la prise de conscience, et puis petit à petit, homme comme femme, de se dire qu'en fait, on a un avantage à aller vers une autre forme de lien, de communication, où ce n'est plus des dominations, c'est plutôt de l'alliance, parce que chacun va vivre en équité, même si chacun a son rôle. Ça ne met pas en cause le rôle d'une femme, le rôle d'un homme, mais par contre, on a une équité en droit et en traitement, et ça permet quand même un équilibre qui rend plus heureux. Donc en entreprise, c'est aussi ce qu'on fait, parce que finalement, c'est comme un petit mariage, hein, l'entreprise. Les gens avec lesquels on travaille, vous les voyez parfois plus que votre propre famille. Donc on identifie justement quels sont les comportements, quelles sont les conséquences sur une personne d'avoir du harcèlement sexiste ou sexuel. Et puis collectivement, comment est-ce qu'on peut agir? Parce que c'est le collectif qui va nous aider à faire évoluer tout ça aussi. C'est pas tout seul de son côté, on peut se sentir seul, mais en fait c'est vraiment dans le collectif, comment est-ce qu'on peut soutenir, être soutenant, témoigner et puis agir à sa façon, d'un petit pas qui suffit déjà pour qu'il y en ait de plus grands qui soient faits. Donc à l'action, si c'est pour clôturer cette émission. Merci à toutes les deux et merci à vous d'avoir suivi cette émission Santé Plus. On se retrouve très prochainement pour une émission sur un autre thème.